Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue. Salut Jean, salut Nathan. Aujourd'hui, on va aborder comment mieux prospecter avec LinkedIn et HubSpot en 2024. J'ai le plaisir d'être accompagné par Jean et par Nathan. Donc, on va commencer rapidement par se présenter. Puis, à toi l'honneur, Jean. Peux-tu nous expliquer qui tu es et ce que tu fais chez LinkedIn? Merci encore Simon, merci Nathan pour l'invitation de me convier à ce webinaire sur l'ABM. Moi c'est Jean et cela fait presque 7 ans que je suis chez LinkedIn. Je suis responsable de compte senior et mon rôle est d'accompagner des entreprises sur toute leur stratégie de communication et d'optimisation de campagne dans un but d'accroître la notoriété d'une marque, de générer des leads et renforcer la qualité du trafic vers leur site Internet. Donc, je travaille avec tout type d'entreprise, de toute taille, sur le marché français. Ok, eh ben, c'est très clair. On est ravis de te convier à l'échange aujourd'hui. Donc, tes mots seront complétés par ceux de Nathan. Yes. Bonjour à tous. Moi, c'est Nathan. Je m'occupe de la partie commerciale chez Make the Grade. Le rôle premier étant de pouvoir évidemment augmenter et faire accroître le chiffre d'affaires de la structure et puis d'apporter une vision stratégique sur la multiplication des sources de revenus, notamment chez nous, pour faire en sorte de ne plus être dépendant. Et c'est des choses dont on va pouvoir parler aujourd'hui, la multiplication des sources de revenus et des leviers qui sont à activer pour permettre d'aller chercher la performance commerciale notamment. Merci Nathan. Alors, il faut savoir que Nathan et moi, on est souvent en binôme justement sur ces sujets-là chez Make the Grade. Donc, moi, je suis Simon Lagadec, je suis le cofondateur de l'agence. Donc, je vais être énormément sur les sujets de développement des revenus, avec les process, la gestion de l'écosystème d'outils tiers qui va avec. Et c'est pour ça que tous les trois, avec Jean, on va bien se compléter aujourd'hui. Un petit mot sur Make the Grade. On se définit comme une agence de conseil en stratégie digitale. Notre mission, c'est faire de l'acquisition de nouveaux clients pour les entreprises, mais aussi de développer les revenus sur la base de clients existants. Donc, on a 3 expertises fortes pour le faire. Du branding et du web design, c'est-à-dire qu'on conçoit les images de marque et les sites internet qui seront les premiers rapporteurs d'affaires de l'entreprise. Du marketing, on attire sur ces supports de conversion des audiences cibles, on génère des contacts, on les éduque et on les rend acheteurs. Et un dernier métier de développement des revenus qui consiste à l'intégration des données grâce au CRM, qui consiste à l'alignement des actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain et à l'automatisation. Donc, on fait tous ces petites expertises-là grâce à un partenariat clé qui est celui de HubSpot. Et on a eu le plaisir de franchir le tiers élite là en ce début d'année. Donc, on rejoint la crème de la crème mondiale sur la technologie et on a une expertise reconnue dans toute l'Europe. Donc, ceci étant dit, voici le programme du jour qui nous attend. On va commencer rapidement par parler d'ABM. L'ABM, c'est la méthodologie qu'on va utiliser sur HubSpot et sur LinkedIn. Les outils sont des moyens, donc il faut qu'il y ait la méthode qui aille avec. Donc, on parlera également d'alignement avec les équipes commerciales et les équipes marketing. Voilà, c'est nécessaire pour ancrer ce sujet. Et puis, bien évidemment, on ira en dernière partie de cet échange-là s'intéresser à comment vous pouvez capitaliser sur ces 2 technologies-là afin de alimenter votre tunnel de vente, identifier des opportunités et puis, bien évidemment, les convertir en rendez-vous puis en revenus. Et pour clore cet échange-là, on aura le plaisir de vous donner 2 cadeaux. Donc, Jean est venu avec un de ceux-ci et puis Nathan et moi, on a voulu compléter son cadeau. Donc, l'idée, c'est que vous repartiez avec l'ensemble des process nécessaires pour déployer votre stratégie ABM sur LinkedIn et sur HubSpot dans la foulée. Voilà. Vous allez avoir un chat pendant tout l'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons notre responsable marketing, Clémence, qui sera là pour les monitorer. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'échange, on ait une partie questions-réponses, donc un petit quart d'heure. Et voilà, on répondra à tout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on centralisera vos requêtes. Nathan, Jean, est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. On part pour combien de temps à peu près, Simon, pour prévenir les gens à peu près? Ouais, on va partir sur 1 heure en tout et pour tout. Donc, 3 quarts d'heure de présentation, 1 quart d'heure de questions-réponses. Donc, à la louche, on est ensemble jusqu'à 13h. Allez, parfait.
Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'ABM? On voulait remettre cette notion et cette méthode en perspective. Donc, l'ABM, en fait, c'est tout simplement la méthodologie qui va vous permettre de conquérir des comptes de manière ciblée. Donc, on le met souvent en corrélation avec l'inbound marketing. Là où l'inbound, ça va vous permettre de prospecter votre marché dans sa transversalité. Le count-based marketing, on va plutôt se dire, on va aller chercher du revenu sur des cibles prioritaires. Donc, on va définir sa verticale, on va définir des logos et on va se dire, OK, à travers l'organigramme de cette entreprise-là, avec qui on doit aller interagir, qui on doit aller convaincre, qui on doit aller aider dans ces problématiques pour signer une nouvelle relation d'affaires avec notre entreprise. Donc, on est dans une logique d'hyper-personnalisation, on est dans une logique d'approche des comptes à travers son propre réseau, à travers des partenaires, à travers des métiers clés dans ces organigrammes-là. Et donc, ça va être essentiel d'aligner ses compétences et ses services internes. On prend souvent l'exemple de l'alignement commercial et marketing. C'est sur celui-ci qu'on va se concentrer aujourd'hui, parce que sinon on durerait une demi-journée. Mais voilà, sachez que l'ABM, ça comprend aussi des alignements avec son équipe service client et son équipe produit. Donc, on n'ira volontairement pas sur ce scope-là aujourd'hui et on va aller vraiment s'intéresser à l'aspect très conversion et développement du revenu du terme. Aujourd'hui, l'ABM, c'est devenu un incontournable. Donc, on voulait remettre le contexte économique en perspective aussi, puisque c'est quelque chose, en tout cas chez Make the Grade, que l'on voit énormément du côté de nos clients. On voit qu'il y a beaucoup de cycles de vente qui se sont rallongés au cours des derniers mois. En moyenne, les cycles de vente sont passés en B2B, j'entends, donc de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, à 3 mois, 4 mois. Donc, on a doublé dans la plupart des cas. Et on voit quelque chose d'assez nouveau aussi arriver, c'est que les interlocuteurs que nous devons aller convaincre, avec lesquels nous devons aller interagir, continuent de se multiplier chez les comptes qu'on veut signer. Donc, de plus en plus, on voit par exemple les services juridiques arriver dans la boucle. Les DSI, les équipes techniques l'étaient déjà, mais ça se renforce aussi. Il faut les additionner à tous les interlocuteurs initiaux qui sont les détenteurs du budget, les dirigeants, etc., etc. Donc, ces différents interlocuteurs qu'il faut aller convaincre font que ça rallonge les tunnels de vente, font qu'il faut plus de contenu marketing pour encercler leur centre d'intérêt et puis répondre à leurs problématiques. Et c'est pour ces raisons que la plupart des responsables marketing et commerciaux, en B2B encore une fois, délivrent des stratégies ABM et c'est devenu vraiment un indispensable. Ce que précise Simon, c'est effectivement très, très vrai. Ça reste une moyenne. Chez certains d'entre vous, j'imagine que les cycles de vente devaient probablement être déjà un peu plus longs et donc d'autant plus compliqués aujourd'hui. L'ABM permet justement de pouvoir venir chercher une source de prospection supplémentaire pour anticiper tous ces délais au fur et à mesure qui se rallongent. Et les compétitions sont effectivement, je rejoins Simon, de plus en plus rudes. Donc les clients vont chercher la vraie expertise et le fit aussi humain avec la personne avec laquelle ils sont amenés à échanger, là où les personnes dans le cadre du process commercial. Et c'est assez clé et c'est très lié justement à l'ABM. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler de ces éléments-là que nous, on a constatés chez nous et qui sont très marchés aussi et de façon globale. Donc voilà pourquoi on voulait vous parler de ça. Très clair, Nathan. Et aujourd'hui, donc l'ABM, c'est plusieurs typologies d'opportunités. Parce que là, on va le prendre sur le scope acquisition de nouvelles affaires, mais on peut aussi le prendre sur le scope de la fidélisation des clients et le développement des revenus sur les clients existants, avec des logiques de vente additionnelle, de vente croisée, etc. Donc ça aussi, vu que Nathan est un expert dans ce domaine-là, dans cette logique de partenariat et de développement des portefeuilles existants, on a prévu de vous donner quelques astuces sur LinkedIn et sur HubSpot par rapport à ça. Donc, voilà de quoi introduire. Donc, on va parler ABM, on va parler alignement et structuration des équipes commerciales et marketing. Et ici, Jean, est-ce que tu peux nous introduire, toi, ta vision et la vision de LinkedIn, quelles sont-elles? Super, merci Simon. Dans une optique d'ABM, le plus important, c'est vraiment d'avoir un bon alignement avec les équipes commerciales dans une entreprise et aussi s'assurer que l'hygiène du CRM
est correct. Ceci va aider pour le long terme de la stratégie et le succès de cette stratégie ABM. Ce qu'on remarque, c'est que aussi les audiences qui sont exposées à un message marketing, donc à une publicité sur leur fil d'actualité, sont plus inclinés à répondre à un message d'un commercial quand il les contacte via Sales Navigator ou par email, par exemple. Donc, c'est au moins 25% de ces audiences qui sont plus enclins à répondre. Aussi, et on remarque qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont un bon alignement entre le marketing et les sales. Donc, c'est pour cela que c'est assez important d'avoir cet alignement. Et le revenu moyen augmente de plus de 208% lorsque cet alignement est en place. Et finalement, en termes de taux de rétention aussi, une fois que cet alignement est en place entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing, on remarque aussi que le taux de rétention augmente de plus de 36%. Donc, c'est des éléments qui sont assez importants à prendre en compte. Et je recommande aussi de mettre à défi les équipes à l'interne pour améliorer l'hygiène des données sur le CRM. C'est vraiment un gain sur le long terme. Ouais, et tu viens de dire quelque chose de extrêmement important et critique dans ce cadre-là, c'est qu'on va vouloir envoyer du contenu sur LinkedIn en l'occurrence ici directement à ses cibles. Donc en fait, le but du jeu, c'est va être d'augmenter le nombre de touches entre nos contenus et leur centre d'intérêt à travers les différentes plateformes qu'on va utiliser. Et c'est ce qu'on a voulu vous matérialiser avec Nathan à travers ce petit schéma-là. Donc vous allez voir, il y a les 3 étapes pour le coup de prise de décision classique, et on va voir entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing qui doit faire quoi à chaque phase. Donc très simplement, 100% de vos opportunités quand vous les aurez signées passeront au niveau des contacts par ces 3 phases-là. C'est obligatoire, c'est juste logique, c'est juste mécanique. Il va y avoir la phase de prise de conscience quand la problématique ou le point de douleur naît chez les décideurs que vous allez chercher à cibler. Il va y avoir la phase de considération, donc c'est toute la phase à travers laquelle ils vont s'éduquer à travers vont contenus, où ils vont vous questionner, vous challenger pour acquiescer le fait que vous êtes le partenaire idéal afin de les accompagner. Et ce n'est qu'à la fin qu'il y a la phase de prise de décision où sûrement d'ailleurs ils vont vous shortlister et vous mettre en concurrence avec d'autres interlocuteurs, et vous allez pouvoir les accompagner jusqu'à la victoire et la signature de votre affaire. Il faut savoir qu'en France, on est très, très bon pour aller assez facilement sur la phase de décision, sauf que ça correspond à 3% des interlocuteurs en fait que vous pouvez adresser. Donc, c'est très important, comme Jean le disait juste avant, très tôt, de diffuser vos contenus éducatifs sur les différentes plateformes sur lesquelles ils évoluent. Oui. Et pour ajouter un truc, même en termes de stratégie, cette slide s'aligne avec le funnel de marketing que vous connaissez tous. Donc, au haut du funnel, sur la phase prise de conscience, donc là, on va se focaliser plutôt sur de la notoriété avec de la vidéo, idéalement de la vidéo courte, entre 15 à 30 secondes pour sensibiliser l'audience. Et puis, sur la phase de considération, là, on est au milieu du funnel du marketing. Et on va recommander de pousser un contenu qui est plutôt éducatif, qui apporte une certaine valeur ajoutée et qui vous positionne aussi en tant qu'expert dans votre secteur. Donc, on va générer principalement des MQL. Et par la suite, sur la phase de décision, une fois que l'audience est sensibilisée, une fois qu'ils aient téléchargé du contenu de votre marque, un guide pratique par exemple, là on va se focaliser sur la phase de décision avec du contenu un peu plus axé sur le bas du funnel, avec des messages clés pour éventuellement générer des SQL. Ce schéma-là, il est hyper intéressant effectivement, et c'est pour ça qu'on a voulu vous rajouter 2-3 éléments écrits là-haut. Là-haut et en bas d'ailleurs, sur les objectifs auxquels doivent répondre chacune des équipes, et on se rend compte que en fait c'est nécessaire que ce soit aligné, puisque si on n'indique rien en termes de stratégie commerciale aux équipes marketing, ils n'ont pas de stratégie sur laquelle se baser pour pouvoir rédiger le bon contenu au bon moment et pour pouvoir le transmettre à la bonne personne. Et en fait, chacun, tout au long de ce funnel-là que vient de redéfinir Jean, chacun des interlocuteurs ou des collaborateurs dans ces équipes-là ont en tête les objectifs bien précis auxquels ils doivent venir répondre. Le dernier point, et ce qui me paraît important aussi, c'est que ces éléments-là, ils peuvent prendre un certain temps à être mis en place, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les résultats ne seront pas immédiats.
il faut être capable de pouvoir mesurer, optimiser, itérer en fonction de ce qu'on aura perçu côté client sur chacune de ces phases-là. Donc, assez clé, simple à mettre en place. Il faut un peu de patience et d'optimisation au fur et à mesure pour pouvoir faire des choses qui soient le plus efficaces possible sur chacune de ces étapes-là qu'on vient de voir. Donc, par exemple, là, on est en train de vivre un webinaire. Donc, on est plutôt sur la phase de considération, la phase du milieu, pour vous illustrer ça. Si le sujet d'alignement marketing commercial vous intéresse en tant que tel, on avait déjà fait un webinaire sur le sujet il y a un peu plus d'1 an. Donc, on vous le mettra en lien dans les slides que vous aurez après ce direct. Comme ça, vous pourrez creuser le sujet. Ce qu'il faut bien anticiper à votre niveau lorsque vous avez besoin d'aligner vos équipes marketing commercial pour lancer un projet d'ABM, c'est qu'il va falloir nommer les acteurs, c'est-à-dire les porte-forts, les personnes leaders en interne qui vont être sur ce projet-là. Donc, traditionnellement, c'est le responsable marketing avec le responsable commercial. Donc, bien à identifier. En tout cas, il faut que vous ayez des champions qui soient sur ce sujet. Il va falloir le définir comme un projet. Un projet ABM, c'est vraiment un projet qui a un début et qui a une fin, et puis on réalimente les campagnes. N'en faites pas un sujet vraiment qui va rester sur le long terme sans fin. Ce n'est pas la bonne manière de le faire. Donc, il faut des jalons, il faut des timelines. Il va falloir vraiment que vous ayez aussi, à travers ces porte-forts et cette organisation-là, une stratégie d'adoption et donc de conduite du changement à travers vos équipes, notamment commerciales. Parce que adresser des comptes et aller créer un besoin finalement, quand bien même des fois il est naissant, mais pas forcément bien distinct chez les interlocuteurs que vous allez chercher à prospecter. C'est pas comme aller prospecter sur des leads inbound. Donc, ça demande une certaine méthodologie, pugnacité, et on va vous exprimer juste après le bon process pour le faire. Donc voilà, après le reste, c'est plutôt du classique. Les 4 piliers qu'il faut anticiper par rapport à ça, si vous deviez avoir une feuille de match en repartant aujourd'hui pour lancer votre stratégie ABM, c'est bien évidemment avoir une stratégie bien définie avec des objectifs cibles, des comptes prioritaires. C'est d'avoir les processus pour bien cibler, répartir ces comptes-là à vos commerciaux et puis avoir un process de gestion de ces leads directement. C'est d'avoir le contenu nécessaire, et c'est vraiment là l'alignement aussi avec le marketing pour prospecter. Donc, les bonnes études de cas, les bons webinaires, les bons lead magnets qui peuvent être des morceaux de process. Donc là, tout ce qu'on vous cite ici, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien actuellement. On est un petit peu moins fan des livres blancs aujourd'hui. Il vaut mieux les avoir en contenu libre service sous forme d'articles de blog ou de pages piliers, par exemple. Voilà. Et puis surtout, quand on parle de conduite du changement, il faut vraiment que l'aspect culturel prenne en interne dans vos entreprises, quoi. Ça veut dire que vos commerciaux, dans cette approche ABM, doivent à tout moment savoir quoi faire, quoi dire, quoi montrer. Et ça va vous demander du coaching, ça va vous demander un accompagnement hebdomadaire, voire quotidien. Donc, vraiment pas à sous-dimensionner. C'est pas un projet à lancer comme ça et puis il y a qu'à faire. Il faut vraiment accompagner au quotidien. Ça, c'est des éléments, effectivement, pardon Simon, qui s'impulsent au quotidien côté management ou en tout cas à minima côté chef de projet sur ces sujets de mise en place de stratégie ABM. Ça doit être, ces éléments doivent vivre en fait au fur et à mesure de la mise en place de ces stratégies-là sur les 4 piliers là qu'on vient de voir. On a vraiment voulu vous donner un maximum de leviers et de contenu le plus activable possible. Au-delà du discours qu'on peut vous donner, ces éléments-là, vous y aurez accès évidemment à la fin de l'échange, à la fin du webinaire. Et en vous référant à ça, ça vous permet de vous donner une base qui soit la plus solide possible pour lancer les premières actions de façon très pragmatique. Exactement. Donc justement, si vous partez de zéro ou que vous voulez challenger votre stratégie ABM actuelle, voici par quoi il faut commencer. C'est un indispensable. Donc, c'est la segmentation de vos verticales prioritaires. Donc, le but du jeu en ABM, ça va être en fonction des logos que vous voulez attaquer, c'est de les répartir en fonction de priorité. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est le meilleur fit que vous pouvez avoir avec une entreprise, ça doit être votre tier 1. Puis après, vous dépriorisez en fonction du volume de fit justement que vous pouvez avoir sur les autres comptes.
Donc, va falloir que vous identifiez les secteurs d'activité prioritaires que vous voulez adresser. Il va falloir que vous identifiez au sein d'une entreprise type, une personne morale que vous voulez prospecter, c'est quoi le nombre de collaborateurs minimum, parce que derrière, c'est tant de chiffre d'affaires, parce que derrière, c'est tant de ressources et on peut potentiellement faire appel et investir dans vos solutions. Où sont localisées les entreprises? Est-ce que vous fonctionnez uniquement dans l'Hexagone? Est-ce que vous avez une démarche dans plusieurs pays avec une logique d'internalisation? Voilà, donc on vous a mis les différents critères qui font que faut déjà que ce soit au clair pour que vous puissiez créer les différentes cases de vos priorisations. Faut savoir que tout ce qui va être en tiers 1, vous allez avoir une approche entièrement manuelle et personnalisée pour les avoir, parce que c'est vos top comptes que vous souhaitez adresser. Et puis, plus on va reculer vers le tiers 2 et le tiers 3, plus on va vouloir automatiser ça. Donc, ça peut être aussi en fonction du panier moyen que vous voulez réaliser derrière. Est-ce que vous voulez compléter, messieurs? Oui. Au niveau de l'ABM, en effet, c'est très important de définir le tier 1, le tier 2, le tier 3. Et pour le savoir, il faut bien s'aligner, comme tu l'avais dit, Simon, avec les équipes commerciales pour comprendre leurs priorités, comprendre leur feedback, là où ça marche, là où ils ont besoin aussi de support pour convertir certains comptes. On peut aller encore plus loin aussi au niveau d'une stratégie d'ABM. Il y a 3 composantes qu'on trouve aussi chez LinkedIn et dans tout type de régie ou de canal social. Il y a une composante 1 à plusieurs, c'est-à-dire ce qui implique à atteindre un grand nombre de comptes ciblés à grande échelle. Donc, ça peut être des comptes à faible activité sur les 12 derniers mois, des comptes qui sont vraiment très stratégiques pour l'entreprise en termes de leur ICP. Donc, il y a beaucoup de personnes au sein de leur boîte qui peuvent convertir. Il y a une autre composante, et c'est la deuxième, c'est one to few. C'est ciblé entre 50 à 250 comptes au niveau de la stratégie ABM. Et ceci regroupe, par exemple, des opportunités CRM ouvertes, des portefeuilles d'affaires qui sont importants pour les commerciaux, ou on parlait avant de rétention des clients avec des renouvellements à venir très bientôt. Et puis, la dernière composante, c'est one by one, c'est de l'ABM stratégique. Donc, c'est vraiment entre 5 à 25 comptes sur des comptes qui sont très stratégiques pour l'entreprise et il faut les engager d'une manière très personnalisée et vraiment se connecter peut-être avec des cadres au sein de chaque entreprise. C'est important aussi en ABM de cibler plusieurs fonctions au niveau de chaque entreprise parce qu'on remarque aussi en B2B, surtout chez LinkedIn, nos stats montrent qu'il y a plus de 6 fonctions qui influencent la décision d'achat. Donc, c'est important aussi de ne pas cibler spécifiquement une personne ou le décisionnaire, mais parfois le département légal peut influencer la décision d'achat, le département financier. Donc, avoir une approche transverse pour sensibiliser tous les collaborateurs au sein d'une entreprise est nécessaire pour la réussite d'une stratégie ABM. Je rejoins Jean, effectivement, hein, et en plus, le conseil que tu viens de nous donner, Jean, il est valable pour l'intégralité de la prospection. J'ai envie de dire, c'est pas un seul, on va jamais attaquer un seul contact ou un seul persona au sein d'une structure. Pour le coup, je suis assez convaincu par le fait de multiplier les points de contact pour des raisons évidentes, en plus de celles que tu viens de citer. L'ABM, effectivement, je te rejoins aussi parce que pour moi, il est utile pour adresser notamment ce que moi j'appelle les citadelles imprenables. C'est les gens qui sont compliqués à adresser ou en tout cas qui viennent pas naturellement par le biais de l'inbound ou alors qui restent un peu trop longtemps dans les phases qu'on a vues juste avant. Donc, c'est très complémentaire à l'inbound puisque là, on vient adopter une démarche complètement proactive et ultra stratégique. Et du coup, merci pour les conseils que tu viens de repréciser parce que je les avais bien en tête, mais je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire sur la multiplicité des points de contact notamment. Ouais, et pour synthétiser d'un point de vue méthodo pour ceux qui nous regardent, donc ICP, c'est un terme que tu viens d'utiliser, Jean, donc Ideal Customer Profile. Donc en fait, ça va être le type de personne morale que vous voulez adresser. C'est exactement ce qu'on vient d'évoquer sur la slide. Mais à l'intérieur de ces personnes morales, il y a des personnes physiques que l'on cherche avec lesquelles on cherche à interagir. Donc là, c'est important d'aller aussi définir tous vos personas. Et avec ça, vous allez pouvoir cartographier les organigrammes types que vous devez aller chercher, que vous devez aller convaincre, encore une fois. Et puis, il y a l'aspect politique qui rentre en ligne de compte aussi. Oui.
on peut prendre un exemple, mais un persona, dans certains contextes, peut très vite se transformer en anti-persona si on ne gère pas bien notre approche. On peut prendre l'exemple d'un DSI. Si on veut lui rajouter un outil complémentaire que lui n'a pas anticipé dans son budget, dans l'allocation de ses ressources, etc., il peut vous voir venir d'un mauvais œil, quand bien même vous avez un top champion décideur dans la boucle aussi. Si le dernier mot lui revient et que vous n'avez pas suffisamment anticipé sa friction, ça peut être deal breaker dans l'œuf. Donc, justement, une fois qu'on a défini les logos, les entreprises que l'on cherche à prospecter avec l'ABM, et une fois qu'on a identifié à l'intérieur de ces comptes les contacts, les personnes physiques que l'on doit aller chercher, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que Jean, tu peux nous expliquer quelles sont tes recommandations sur le choix compte et profil? Oui, bien sûr. Et je vais avoir le plaisir de partager mon écran pour vous donner un aperçu en direct de Campaign Manager. Donc, lorsqu'on veut établir ou débuter un projet ABM, LinkedIn vous propose deux options. Donc, on peut uploader une liste d'entreprises, donc avec uniquement des noms d'entreprises. On va vous recommander d'ajouter le lien de leur site web. Ceci va augmenter la probabilité de matching. Si vous avez le lien de leur page LinkedIn, c'est encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Mais au moins deux indications, donc le nom de l'entreprise et leur site web. Et puis, on pourra aussi uploader une liste de contacts. Donc, ça sera des listes d'emails qu'on peut directement uploader depuis LinkedIn. Pour faire cet upload-là, il y a des fichiers CSV que vous pourriez télécharger depuis LinkedIn en direct, ou avec une synchronisation avec HubSpot, par exemple, on va pouvoir transférer automatiquement en quelques clics une liste d'entreprises ou une liste d'emails de HubSpot via LinkedIn et vous pourriez la cibler directement via la plateforme. Je vais partager mon écran juste pour vous montrer comment accéder à ces informations. Donc, ça, c'est un compte Campaign Manager, donc notre outil publicitaire. Donc, comme on l'avait dit, c'est très important dans une stratégie ABM de sensibiliser l'audience pour qu'elle soit exposée à un message. Ceci va faciliter aussi le travail pour vos commerciaux une fois qu'ils vont les contacter directement par email ou Sales Navigator. Donc, Jean, tu peux peut-être zoomer un peu plus. Oui. Ouais, nickel. Merci beaucoup. Tu as bien raison. Donc là, sur le compte publicitaire, donc sur la partie planifiée, on va cliquer sur Audience. Et là, on va apparaître sur cette partie-là. Donc, c'est créer une audience. Donc, c'est Match Audience. Audience prédictive, pour info, c'est du lookalike. Match Audience. Et là, entreprise contact. Suivant. Et vous avez ici la template, le modèle de liste de contacts, ou si on filtre, le modèle de liste d'entreprise. Donc, ma reco, pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait au moins un certain minimum de liste d'entreprises, idéalement 200 à 300 entreprises, mais cela peut différer en fonction de la taille de chaque entreprise. Donc, si on va cibler des PME, là, il faudra élargir un petit peu, avoir une liste d'entreprises un peu plus exhaustive. Si c'est des entreprises, de grandes entreprises, par exemple du CAC 40, là, on peut être sur une liste, sur un nombre d'entreprises qui est un peu plus petit. Et même chose pour les emails. Donc, vous avez le minimum ici aussi d'emails qui est requis. Donc, ça sera bien d'avoir un mix entre email perso et email pro. Cela dépend de vous et de votre approche. Donc, si vous avez des emails pro, c'est encore mieux. Ceci va augmenter le nombre de matching. On voit de plus en plus des membres qui ont leur email professionnel sur LinkedIn. Donc, voilà comment uploader un fichier de liste de contacts ou de liste d'entreprises directement depuis LinkedIn. Je vais vous montrer aussi une nouvelle fonctionnalité qui est aussi en lien avec l'ABM. Donc, une fois que vous uploadez une liste d'entreprises, cette fois-ci, pas de liste de contacts, vous avez accès au Engagement Report, Company Engagement Report. Je vais vous montrer ici juste un petit exemple. Donc, en uploadant la liste d'entreprises, gratuitement depuis LinkedIn, vous allez voir quel est le taux d'engagement de chaque entreprise envers votre marque. Donc, est-ce qu'ils ont un engagement élevé, moyen ou très bas
combien de personnes au sein de chaque entreprise a été exposée à de la publicité, à une publicité ou même à un post en organique. Donc, quel est le nombre d'impressions et le nombre d'engagements. Donc, cela va vous permettre aussi de prioriser et revoir aussi votre stratégie ABM. Donc, si c'est une entreprise qui a un engagement très élevé, donc ça sera bien d'indiquer à votre équipe commerciale afin qu'ils contactent au plus vite ces entreprises-là. Et pour les entreprises avec un engagement très bas et qui sont assez stratégiques pour votre entreprise, donc là, l'idée, ça sera d'investir sur une stratégie en publicité pour sensibiliser l'audience avec de la vidéo ou des guides, par exemple, de bonnes pratiques. Ouais, c'est très clair, Jean. Je sais que chez Make the Grade, on l'utilise ça et on le couple même avec Clearbit. Donc Clearbit qui est une énorme base de données B2B que HubSpot a racheté. Donc bientôt Clearbit sera internalisé dans HubSpot. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais il est facile de penser et d'imaginer qu'il y aura également l'équivalent via le site internet des entreprises qui viennent chercher votre entreprise et se documenter sur elle directement sur les fiches contacts des fiches d'information HubSpot demain. Exactement. Donc merci pour ça. Lorsque votre stratégie ABM elle est définie, vous avez vos comptes comme on l'a dit, etc. Il faut bien distinguer les différentes données que vous allez avoir besoin pour qualifier les comptes et les personnes physiques qui travaillent dedans. Vous allez avoir une partie qui est directement disponible sur les sites internet, notamment des entreprises que vous ciblez. Dans HubSpot, les clés primaires, donc tout ce qui va être nom de domaine de l'entreprise, tout ce qui va être adresse email des contacts, donc adresse email professionnelle à ce moment-là. Ça va être autant de clés qui vont vous donner énormément d'informations additionnelles. Le nombre de salariés, le revenu, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on peut aller compléter directement ces connaissances-là via LinkedIn. Et puis, Jean nous fera une petite démo juste après de Account IQ, donc que je trouve personnellement assez incroyable, donc qui vous permettra de compléter les données que vous avez déjà. Donc, en dehors de tout enrichissement en cascade potentiel que vous pouvez avoir, si vous utilisez des technologies comme Apollo, Société Info, Drop Contact éventuellement, etc., etc. Ça veut dire que bientôt, on aura vraiment tout nativement dans nos technologies, dans le CRM, pour enrichir la donnée, ce qui est intéressant. Petit mot pour compléter quand même avant de montrer les différents outils. C'est quand même hyper important dans vos stratégies ABM d'avoir un panel de contenu qui va matcher avec les différentes maturités de vos prospects. On l'a dit tout à l'heure, vous allez être quand même dans une démarche de prospection sortante. Quand bien même elle est très, très aiguillée, très fine, très personnalisée, vous allez dans de nombreux cas devoir créer un besoin qui n'est pas encore connu. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous aidiez de contenu marketing pour le faire. C'est un travail de longue haleine. Donc, plus vous êtes éloigné de l'acte d'achat, plus il faut que ce soit du contenu générique. Et plus vous allez vous en rapprocher, plus il faut que ce soit du contenu personnalisé par rapport à la peine principale identifiée. Donc, ce qui marche super bien quand vous êtes proche de l'acte d'achat, c'est tout ce qui va être les études de cas documentées, c'est tout ce qui va être des webinaires comme celui-ci avec peut-être des invités au niveau de vos clients qui vont pouvoir prendre la parole sur le projet, la solution que vous avez délivrée autour de la même problématique. Et ce qui marche également très, très bien, ça va être tout ce qui va être rapport et études annuelles. Si vous avez un sujet marché sur lequel vous savez délivrer, si vous faites un rapport annuel via votre écosystème partenaire, via votre écosystème de clients et clients ambassadeurs, ça, c'est vraiment des contenus marketing pépites qui sont énormément suivis et vous pouvez en faire un rendez-vous annuel qui sera automatiquement suivi. Donc, tout ça, ça fait suffisamment de bruit et de résonance pour que les différents actrices et acteurs de vos comptes clés puissent vous voir et vous identifier sur certains sujets. On pourrait citer les témoignages aussi qui peuvent être assez pertinents dans le cadre de la dernière phase que tu citais, Simon. Et en tout cas, ce qui est important, encore une fois, de retenir, c'est que tout le contenu marketing qui a pu citer, les exemples qu'ont cités Simon et Jean et ce qu'il y a d'autre, doit être en lien avec la réalité terrain commerciale identifiée par les équipes commerciales. Ça, c'est hyper important et hyper clé aussi, pour être sûr d'adapter le bon contenu d'abord en fonction de la phase et puis en fonction des réalités de la stratégie qui a été mise en place commercialement au sein de votre structure. Tout à fait. Et donc là, on a beaucoup pris le scope de l'ABM pour de la prospection de nouveaux business.
mais vous pouvez également dupliquer cette méthode-là pour valoriser des relations déjà existantes et les faire fructifier. Et notamment, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, Nathan, dans une logique de développement de partenariat, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta secret sauce ou tes bonnes pratiques pour pouvoir réaliser ce scope-là? Ben, en fait, effectivement, on a beaucoup pris le prisme de la partie acquisition. Et pour moi, l'ABM, c'est aussi pour nous, en tout cas, c'est un très fort levier sur la partie rétention. Ce qu'on dit souvent, c'est que le commercial, moi, je suis assez convaincu de ça. En tout cas, le commercial, il doit pas disparaître à partir du moment où il a réalisé la vente. Bien au contraire, on doit être là et maintenir le contact au fil de l'eau. D'abord parce qu'on a un rôle différent de celui des équipes qui vont réaliser la mission, ou qui vont mettre en place l'outil, ou qui vont former le client, ou que sais-je. Et on doit rester toujours, pour moi, dans un spectre assez éloigné, mais à la fois suffisamment proche, qui nous permet de savoir ce qui se passe dans le cadre de ce qui a été vendu et de pouvoir continuer à maintenir la relation. La chance qu'on a tous, je pense, c'est qu'à partir du moment, dans notre cas, où on vend des choses, où il y a des choses qui sont mises en place côté client, on sait exactement à partir de quand est-ce qu'ils vont avoir besoin de nous sur d'autres sujets. Et donc, c'est cette connaissance-là qui doit être bien précise côté commerce, avec des tâches de relance, par exemple, qui nous permettraient de ne pas oublier et de toujours conserver en tête qu'il y a ce client-là avec qui on a déjà fait des choses, mais on pourrait faire un peu plus. Ça passe aussi notamment par le fait de mettre en place des tiers, comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie acquisition. Ça fonctionne exactement de la même façon sur un portefeuille existant, en fait. Donc, bien avoir en tête la connaissance de ses propres clients pour adopter des logiques de look-alike pour aller chercher d'autres clients qui leur ressemblent, et puis aussi et surtout pour maintenir le lien et la relation avec les gens avec lesquels on travaille déjà, avec lesquels on travaille déjà bien. Il y a un chiffre qu'on a remis sur la slide qui nous paraissait intéressant, c'est qu'on a quasiment 4 fois plus de chances de revendre à un client qui nous a déjà acheté versus de vendre la première fois à un client qui ne nous connaît pas encore et qui ne nous a pas encore acheté. Donc pour moi, c'est des choses, en tout cas ce que je constate sur le marché aujourd'hui et chez les clients, c'est des choses qui sont, à mon sens, pas assez mises en place et mises en avant, alors que c'est une source de revenus qui est clé et qui existe déjà surtout. Donc on va passer à la fois moins de temps et dépenser moins d'argent. Très clair, Nathan, merci pour ça. Donc là, on va s'intéresser au vif du sujet. LinkedIn HubSpot, le combo gagnant, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va être hyper important, et j'ancre le sujet sur ce scope-là, que les deux technologies soient synchronisées. Donc on va avoir le CRM HubSpot d'un côté et la synchronisation officielle disponible sur étagère à travers la marketplace HubSpot qui va nous permettre d'utiliser Sales Navigator directement. Et la première fonctionnalité qu'on voulait vous montrer, qui est vraiment à la fois récente et hyper pertinente pour réaliser sa stratégie ABM, c'est Account IQ sur LinkedIn. Donc là, Jean, je vais te laisser introduire la techno et tu vas pouvoir nous faire un exemple en partage d'écran en prenant au hasard l'entreprise HubSpot pour voir ce que ça donne directement. Tu nous as montré ça il y a quelques semaines, j'ai trouvé assez fou. Donc voilà, après ce teasing incroyable, je te laisse prendre la main. Super, merci Simon. En effet, avec cette nouvelle ère d'intelligence artificielle, ça s'aligne aussi avec la mission de LinkedIn, c'est d'aider nos membres à être plus productifs et à réussir aussi. Donc, on a lancé Account IQ sur Sales Navigator pour aider les commerciaux à rechercher un compte qui est important pour eux dans leur stratégie ABM et comprendre toutes leurs priorités stratégiques, quelles sont les personnes clés au sein de cette boîte, quels sont leurs objectifs, quel est leur positionnement marché et insights aussi des dirigeants, qu'est-ce qu'ils communiquent, quoi ils communiquent sur la plateforme. Tout ça pour personnaliser le message et pouvoir contacter la personne avec des insights les plus pertinents possibles. On le sait tous, rechercher un compte avant de contacter une personne, c'est une étape très importante et clé au niveau de la découverte, surtout quand on va avoir ce premier contact ou ce premier appel avec un dirigeant au sein d'une boîte. Donc, je vais vous partager mon écran et vous montrer un aperçu de Account IQ sur HubSpot pour comprendre quels sont leurs objectifs, leurs priorités et leurs défis.
Donc, vous n'avez qu'à rechercher le nom de l'entreprise. Donc, Account IQ fonctionne sur des entreprises, des entreprises de plus de 200 personnes, donc sur des TPE, PME. Cette fonctionnalité n'est pas disponible, au moins pas pour l'instant. Donc là, une fois qu'on recherche HubSpot, on va comprendre quel est leur chiffre d'affaires estimé en 2024 et aussi sur le dernier trimestre de 2023. Comment HubSpot génère des revenus, donc juste pour comprendre quels sont les business lines au sein de HubSpot qui génèrent le plus de revenus, quelles sont leurs priorités stratégiques. Je pense que c'est une des informations très importantes, surtout quand on va parler avec des personnes qui sont assez haut placées au sein d'HubSpot pour comprendre leur vision, leurs challenges aussi. Donc, plus d'informations sur leurs défis professionnels. Donc, ici, on voit qu'ils ont quelques défis au niveau de l'acquisition de quelques de clients, tout ce qui est aussi social media marketing trends, donc de la flexibilité aussi au niveau de leur modèle économique. Donc, là, on a un aperçu également sur leur concurrence. Donc, qui sont leurs concurrents directs? Donc, on retrouve Salesforce, Adobe avec Marketo. Donc, et aussi une info sur leurs effectifs. Donc, si vous êtes une entreprise dans le monde du RH, par exemple, vous vendez une solution RH, là, ça sera intéressant de comprendre s'il y a une croissance ou une décroissance au niveau de leur effectif. Et on a une segmentation aussi par fonction, donc que ce soit les ventes, marketing, développement commercial, médias et communication. Account IQ aussi regroupe toutes les dernières news aussi ou nouvelles qui apparaissent sur les moteurs de recherche. Donc là, on voit une news par MSN, Times of India ou Fast Company. Donc, vous pourriez y accéder rapidement. Et finalement, quelles sont les personnes clés que vous devriez contacter, par exemple, que ce soit leur CEO, leur CSO, leur Chief Sales Officer, la personne qui travaille en Revenue Operations ou leur CTO. Donc, voilà un aperçu d'Account IQ pour aider aussi les commerciaux à avoir les informations les plus pertinentes avant leur prospection. Ouais, moi je vois des avantages, hein. C'est parfait pour compléter son mapping de compte afin d'avoir le bon organigramme. C'est parfait pour préparer de manière ciblée en fonction de chaque persona qu'on va aller contacter, avoir le bon icebreaker, le bon brise-glace en fonction de l'actualité, des priorités stratégiques. Donc je trouve ça assez fou et poussé. Toi Nathan, ça t'inspire quoi en tant que compte exécutif directement? C'est les sujets que tu viens de citer, c'est-à-dire, et c'est ce que j'expliquais un peu avant sur tous les sujets de connaissance client, c'est-à-dire que pour moi, on peut pas adresser un compte sans avoir la nature de ces infos-là à dispo, parce que on prend le risque de ne pas être assez pertinent. Et si on n'est pas assez pertinent sur les seuls points de contact qu'on peut avoir avec ces gens-là qu'on a de base déjà du mal à adresser, on peut cramer des cartouches. Et pour le coup, arriver à un échange non préparé, ou en tout cas tenter d'obtenir un échange en n'étant pas assez préparé, en n'ayant pas assez d'infos, pour moi, c'est impossible de fonctionner comme ça aujourd'hui. Donc la nature des infos dont on peut avoir besoin pour faire sa prospe, son ABM ou son rendez-vous, effectivement, ultra pertinent dans ce cadre-là, ouais, selon moi. Merci pour ça, Jean, et merci Nathan. Donc la deuxième utilité du combo HubSpot et LinkedIn, c'est celle-ci. Donc on est sur une énorme mise à jour, une top intégration qui est sortie le mois dernier. Donc c'était en avril 2024. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc ça concerne uniquement les entreprises qui vont utiliser Sales Navigator Advanced ou Advanced Plus. Donc, on vous rassure pour ceux qui sont sur du Sales Navigator classique, on a une prochaine slide qui vous explique ce que vous allez pouvoir déjà faire avec ce niveau-là. Dans tous les cas, pour celles et ceux qui sont sur le niveau avancé, c'est assez dingue. Si vous êtes adepte de solutions comme par exemple Surf, Lucha, ou lorsque vous allez sur un profil LinkedIn, hop, vous pouvez importer et créer directement le contact ou compléter le contact existant dans votre CRM, et ben cette fonctionnalité de Sales Navigator va le faire vraiment nativement de LinkedIn à HubSpot. Et pour l'avoir utilisé, c'est vraiment génial. On a le contact qui est propre et surtout, on va pouvoir avoir les notifications
et les mises à jour directement d'HubSpot pour chaque changement de poste, pour chaque recrutement sur un de vos comptes et qui est stratégique. Donc, on parlait de persona cible que vous voulez avoir. Si vous avez une personne qui change d'entreprise ou une personne qui arrive et qui vient compléter un effectif parce que, je sais pas, il y a eu un lancement de groupe, il y a eu un lancement de business unit, il y a eu un changement de directeur général, directrice générale et la personne vient avec son équipe, et ben, vous aurez toutes ces informations-là. Donc, vous pouvez capitaliser beaucoup plus facilement sur certains momentum pour prendre contact et surtout avoir à jour les bons contacts avec la complétion qu'on mettait tout à l'heure avec Account IQ. Vous pouvez vraiment avoir toute l'overview sur l'entreprise et ça facilite grandement les stratégies de prise de contact ABM et de relance également parce qu'on est sur des cycles de vente qui sont assez développés. Est-ce que l'un de vous veut compléter ? Là, on parle de choses qui sont automatisées et automatisables. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu cites, Simon. On a quand même moyen de faire des choses de façon moins automatisée, un peu plus manuelle pour le coup, avec un Sales Navigator classique finalement. Mais là, ça rejoint les logiques de ce qu'on se disait tout à l'heure pour moi sur la connaissance client. Un des premiers éléments qui serait possible de mettre en place, ce serait de pouvoir reproduire en fait le mapping de vos comptes à l'intérieur de votre CRM dans Sales Navigator pour bénéficier en fait de l'intégralité des notifications qui seraient liées au mouvement de cette entreprise. Ou aux mobilités en interne et en externe, comme on a pu l'indiquer. Et en fait, au fur et à mesure, ça vous permet de remettre à jour le CRM HubSpot ou votre CRM actuel au fil de l'eau avec la base des informations que vous aurez pu récolter en ayant un mapping qui soit le plus propre possible. C'est toujours un peu le même fond du sujet. C'est qui sont mes clients, est-ce que je suis sûr de bien les connaître et qui sont mes prospects et comment je vais les adresser. Donc, on est vraiment complètement là-dedans. Et là, pour le coup, c'est ultra pragmatique et activable facilement comme levier. Voilà, et puis dans HubSpot, vous pouvez combiner tous ces éléments-là avec des automatisations, donc avec les workflows. Par exemple, il y a un workflow disponible sur étagère dans la bibliothèque HubSpot qui vous permet justement de répartir vos comptes en tiers 1, 2, 3. Si vous utilisez le Hub Operation, vous pouvez nettoyer la donnée par-dessus vos contacts qui sont automatiquement alimentés. Donc, il y a pas mal de combinaisons supplémentaires qui sont à faire. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, si vous êtes équipé de ces hubs que je viens de citer, le hub marketing, le hub opération, et que vous voulez creuser à un niveau avancé, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera quelques tips et études de cas dont vous vous souviendrez et qui vous seront utiles. Alors, on a 2 cadeaux pour vous, comme on vous l'a dit en introduction, qui vont vous permettre de déployer votre stratégie ABM. Le premier cadeau, il est offert par Jean. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Jean, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond justement ce petit présent? Donc, c'est les modèles idéaux pour pouvoir uploader des listes d'entreprises et des listes de contacts, donc directement dans Campaign Manager, pour établir un projet ABM réussi. Donc, il y a toutes les informations qui sont nécessaires et les étapes une par une pour mettre en place la bonne stratégie. Donc, vous pourriez juste cliquer sur modèle de liste d'entreprise ou modèle de liste de contacts et vous auriez les modèles à uploader. Voilà, donc j'ai cliqué dessus, ça m'a téléchargé un modèle CSV directement. Donc effectivement, pour ceux qui sont en quête de données, c'est une ère de la guerre, ça va grandement vous faciliter la vie. Et le deuxième cadeau qui vient compléter celui-ci, on a parlé tout à l'heure d'ICP, donc comment créer vos comptes clés idéaux. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte, c'est assez fastidieux, c'est un travail de fourmi. Alors, on vous a créé directement avec l'équipe Make the Grade un modèle pour le faire. Donc, vous allez pouvoir définir, c'est comme un texte à trous, mais au moins, vous avez un pense-bête assez complet qui vous permet de créer vos ICP. Donc, on voit les critères standards qu'on a évoqués.
mais il y a aussi des critères plus avancés qui peuvent vous servir pour directement prospecter en fonction de vos spécificités métiers. Ça peut être une forme juridique, ça peut être des technologies utilisées. Par exemple, chez Make the Grade, nous, on adore aller regarder les entreprises qui sont équipées de Pipedrive en CRM principal et qui n'ont pas HubSpot, par exemple. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez également compléter avec des signaux d'affaires. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Vous allez également avoir de quoi créer votre persona de manière assez simpliste. Bien évidemment, il ne faudra pas vous cantonner à ça. Mais si vous partez de zéro, eh ben, c'est plutôt… C'est une très bonne base. Hein. Exactement. Et puis voilà, vous allez avoir également tout ce qui va être le pitch que vous allez pouvoir… on parlait de conduite du changement tout à l'heure avec votre force de vente. Tout ce qui va être valeur ajoutée par rapport à tel ICP et tel persona, ça va être du pain béni pour vos équipes commerciales. Et puis enfin, tout ce qui va reprendre les OKR, donc les métriques cibles et stratégiques que vous allez ambitionner à travers votre stratégie ABM. Donc voilà, un contenu extrêmement croustillant qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, on vous a partagé ça dans le chat, téléchargez-le, ainsi que la liste que Jean vous a partagée. Et puis, vous êtes sur de bons rails pour lancer votre stratégie ABM sur LinkedIn et sur HubSpot. Okay. 53 minutes, on est bon dans le timing. On va passer à la partie questions-réponses. Donc là, c'est le petit moment où on a hâte d'en découdre avec les challenges que vous nous avez posés. Donc, on va faire venir Clémence directement sur scène. Voilà. Salut Clémence. Jean, ça va bien et toi? Ça va super. On va commencer directement, si ça vous va. J'ai une première question de Félix qui demandait au moment de la démonstration Account IQ, où est-ce que ça se situe dans Sales Navigator? Donc, comment on fait pour y accéder? Donc, désolé. Prends un petit verre d'eau, on a beaucoup parlé. Oui, c'est juste disponible dans Sales Navigator Advanced Plus. Donc, il faut rechercher le nom de l'entreprise. Donc, une fois qu'on est sur la page du nom de l'entreprise, il y a une section qui s'affiche Account IQ. Donc, mais si vous utilisez la version Sales Navigator genre classique, malheureusement, ce n'est pas disponible. Donc, il faudra upgrader à la version Advanced. Bon, ce qui est logique, puisque je pense que c'est un outil qui s'adresse, tu nous as indiqué que c'était uniquement disponible et fiable pour les entreprises de plus de 200 personnes. Oui. Donc voilà, hein, c'est vraiment pour les comptes corporate, hein, je pense, ce genre d'outil, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Tout à fait. En effet, il n'y aura pas d'informations sur des PME ou des startups ou des scale-up. C'est vraiment pour les grandes entreprises. Donc, le niveau d'info qu'on peut trouver, peut-être pour donner des billes à Félix, le niveau d'info qu'on peut trouver sur la version Sales Navigator classique permet déjà de pouvoir amorcer des choses en complément des éléments qu'on vous a transmis et que Clémence a remis dans le chat notamment. Oui. Donc, il y aura quand même des choses qui seront activables. En effet, avec la version classique de Sales Navigator, on peut uploader un book via un fichier CSV directement dans LinkedIn et vous auriez une visibilité aussi. Vous pourriez créer des personas, donc par exemple en marketing ou je sais pas, en RH, et directement sur la même colonne, vous auriez le nom de la personne que vous devriez contacter, donc en priorité. Donc, ça peut vous faciliter à la place de cliquer sur chaque compte, rechercher le nom je sais pas, d'une personne au sein du département RH ou marketing. Là, vous auriez tout ça sur un même tableau et sur une même page. Donc, ça va vous faciliter aussi la main pour trouver la bonne personne. Merci, Jean. Merci pour vos réponses. J'avais une autre question au tout début de Bertrand qui demandait à peu près combien de temps il faut compter pour mettre en place une stratégie ABM efficace dans son entreprise. Ouais, alors ça, je peux répondre. Quand une entreprise part de zéro, entre les ateliers à mener pour définir les personas et les comptes clés, la phase de paramétrage entre HubSpot et les différents outils,
Parce que là, on a parlé de LinkedIn avec HubSpot, mais il peut éventuellement y en avoir d'autres. Exemple, un outil qui s'appelle Org Chart Hub et qui permet de cartographier dans le CRM directement les organigrammes. Il faut compter entre 1 mois et demi, 2 mois, si vraiment vous partez de zéro. Le temps de tout faire, que ce soit fonctionnel et après qu'on déroule. Il y a aussi tout ce qui va être création de contenu. Souvent, c'est on livre les stratégies ABM et les paramétrages ABM avec ce qu'on appelle des séquences de prospection sortante. Les séquences, c'est des scénarios automatisés directement envoyés depuis HubSpot. Ça veut dire modèle d'email, ça veut dire potentiellement créer des études de cas, créer des contenus et des contenus à valeur ajoutée éducatifs complémentaires. On peut aussi utiliser vos contenus existants. En général, les entreprises ont déjà des contenus marketing sur étagère disponibles qu'on peut utiliser et recycler. Donc voilà, 1 mois et demi, 2 mois, le temps de tout faire. J'aurais dit la même chose. On est aligné. C'est bon, on est aligné. On passe à la question suivante. En réalité, j'ai 2 questions qui se recoupent pas mal. Donc, je vous les pose ensemble parce que je trouve qu'elles sont liées. J'ai du coup Gaëtan qui demandait comment on analyse l'efficacité des campagnes de prospection sur LinkedIn via HubSpot. Et la question suivante, c'est quels sont les principaux indicateurs à surveiller pour évaluer le ROI des campagnes? Ouais, ça c'est une bonne question. Moi, je passe plutôt à ce moment-là par l'outil, la fonctionnalité prospection dans HubSpot. Donc là, en fait, il faut vraiment, faut faire plusieurs choses. Question très très large finalement. Il faut déjà bien cartographier dans votre HubSpot l'objet lead, qui est un objet assez récent et qui est rattaché à l'outil prospection. Ensuite, il va falloir du coup dérouler, enrôler dans les séquences multicanales que j'évoquais les différents contacts des différents comptes, etc. En parallèle de ça, il aura fallu au préalable paramétrer les fonctionnalités liées à l'ABM, donc qui sont les comptes clés dans le CRM, qui sont les contacts qu'on veut suivre là-dedans, etc. Et c'est en partant parallèlement de la fonctionnalité et des suivis statistiques de la fonctionnalité ABM et des prises de contact depuis l'outil prospection qu'on aura l'ensemble des KPI qui vont se calculer automatiquement. Par-dessus, si on a besoin de statistiques beaucoup plus personnalisées en fonction d'un contexte métier qui vous est propre, dans ce cas-là, on peut aussi développer des modules spécifiques depuis le tableau de bord. Donc voilà, réponse en 3 temps. Il faut regarder, optimiser la fonctionnalité prospection. Il faut que ce soit utilisé par les commerciaux. Il faut utiliser l'outil ABM. Il faut que ce soit piloté, suivi par le responsable marketing et la responsable commerciale. Et puis aller au-delà via les tableaux de bord personnalisés si besoin. Et du coup, sur la partie vraiment indicateur, si tu as des indicateurs à suivre, tu suis quoi comme chiffre? Il y en a plein. Moi, j'aime bien suivre le nombre de touchpoints, donc le nombre de touches. Donc, je pars des séquences, le nombre de touches par rapport à nos contenus. Et au préalable, j'ai distingué ce qui relève de touches marketing et ce qui relève de touches commerciales. Exemple, si quelqu'un clique sur un lien et accède à une étude de cas et consomme l'étude de cas, pour moi, c'est une touche marketing. Et si quelqu'un répond, même si c'est à la négative, dans un premier temps, à un email de sollicitation, dans ce cas-là, c'est une touche commerciale, quoi. Et puis, en fonction des métiers, en fonction des verticales, c'est pour ça que ça demande à creuser, on va définir un volume de touchpoint moyen qui nous permet de dire, ici, c'est qualifié. Ici, par rapport au contenu et au touchpoint, au contenu consommé, au touchpoint commercial réalisé, on estime que éventuellement le besoin présent, mais pas forcément conscient chez l'audience cible, c'est celui-ci. Et voici comment on va faire pour le contourner. Donc, les touchpoints, les taux d'ouverture d'email, les taux de réponse, multicanal encore une fois. On pourrait parler de la messagerie LinkedIn également. Ça peut être les décrochés téléphone. Enfin, ça va être vraiment sur l'activité, tout ce qui va être obligation de moyens et avec un suivi, bien évidemment, sur la métrique qui doit surplomber les autres, qui est le revenu généré en bout de ligne. Tout à fait. Parfait. Merci Simon pour la réponse. J'ai une dernière question de Alban, du coup, qui demande
de nous expliquer comment on a fait pour faire une citadelle imprenable chez Make the Grade ou LinkedIn. Ouais. Donc, Jean, tu as aussi le droit de répondre. Grâce à la stratégie, grâce à du coup une approche ABM, et pourquoi ça n'aurait pas fonctionné avec une approche plus traditionnelle? Super question. Je peux prendre la main si tu veux, Jean, pour parler de notre expérience en temps. Bon, je vais évidemment pas citer de nom. Alban, faudra pas m'en vouloir. Mais en fait, c'était très lié effectivement avec l'approche tradi que tu évoques et la partie ABM dont on a parlé là. La première étape, ça a été de faire ce qu'on a montré avec Simon à la fin, notamment d'être capable de définir qui étaient les gens qu'on voulait adresser, sur quelle base et pourquoi on voulait les adresser. Donc, on a un secteur avec lequel, chez Make the Grade, on aime bien travailler. Et dans ce secteur-là, on a des gens qui sont dimensionnés de différentes façons, dont certains très dimensionnés. Et l'enjeu, c'est qu'ils puissent nous connaître et puis à minima nous connaître, pardon, et puis pouvoir bosser avec nous dans un temps donné. Donc, la première étape, ça a été pour moi de mapper le compte. Donc, j'ai regardé à quel endroit est-ce que se situaient les postes que j'ai jugés comme étant décisionnaires. Pas forcément sur le projet qui était le mien et celui que je voulais pousser, pour le coup, mais décisionnaire dans son ensemble. Donc, ça m'a sorti à peu près 5 ou 6 contacts. Et ensuite, au sein de chacune de ces équipes, j'ai été chercher 2 autres contacts supplémentaires. Donc, j'avais mappé globalement à peu près tout l'organigramme, en tout cas, qui moi, m'intéressait. Ensuite, j'ai fait des touches avec les gens côté direction, toujours en manuel. Donc, moi, j'aime bien le téléphone, donc toujours du téléphone à la base. Chez à peu près tout le monde, du coup, côté direction, et puis également tout le monde côté un peu plus opérationnel. J'ai pas eu de réponse tout de suite, ce qui arrive et ce qui est complètement normal et OK, faut se le dire. Et donc, du coup, à l'issue, j'ai pris le bon, parce que Simon et Clémence, pour le coup, chez nous, nous produisent pas mal de contenu. Donc, j'ai pris le bon contenu à adresser à la bonne personne en fonction de son rôle. Donc, j'ai pas envoyé la même chose aux opérationnels et à la direction. À la fin, ils se sont parlé entre eux. Et ça, je l'ai su parce que j'ai réussi à avoir les bonnes personnes au téléphone, mais parce que j'ai pas lâché l'affaire finalement. Et donc, j'ai fait naître chez eux une réflexion qui existait déjà, mais qui n'était pas bien posée sur le papier, en fait. Et du coup, je suis arrivé avec une logique de conseil sur la base de ce que je vous adressais. C'est des choses qui, j'imagine, vous parlent. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ça. Moi, ma conviction, c'est celle-ci. Et en fait, le fait que je pose la conviction qui est la mienne pour répondre à des enjeux que j'avais identifiés chez d'autres et auxquels il n'y avait pas de réponse chez eux, chez ce client-là en particulier, c'est ça pour moi qui a fait la différence avec l'approche tradi que tu évoques. Tradi, j'entends inbound ou prospection classique pour le coup. Et donc, c'est ça qui a fait la différence pour moi. C'est la multiplicité des points de contact avec des interlocuteurs différents. Ils se sont parlé entre eux, comme ce que j'avais à peu près en tête. Et puis ensuite, du coup, ça a pu me permettre d'obtenir mon premier rendez-vous. Et si je peux compléter, je me permets de compléter la réponse, ce qui est intéressant sur la partie création de contenu. Donc Nathan disait que je lui fournis pas mal de contenu. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le but, c'est que tout ne vient pas de moi. Parfois, Nathan me dit, j'ai besoin de contacter un prospect sur tel sujet et j'ai pas de contenu. Et du coup, parfois, la demande vient des sales où il me dit, j'ai besoin d'un contenu sur tel sujet. Et du coup, moi, je vais produire ce contenu. Ce qui est intéressant, c'est quand ça va dans les deux sens. Le marketing a des idées de production de contenu. Bien sûr, c'est notre rôle de trouver les contenus à produire. Mais parfois, on passe à côté de choses et le bon contenu à envoyer, il n'existe pas encore. Et donc, dans ces cas-là, c'est le rôle du sales de faire remonter son besoin pour que nous, l'équipe marketing, on puisse produire le contenu qui va lui permettre d'aller chercher cette touch marketing. Tout à fait. Ça répond à ta question, Alban. Mais sinon, on peut en échanger avec plaisir s'il y a besoin pour aller un peu plus loin. Et Jean, est-ce que tu veux répondre aussi à vous, la strat chez LinkedIn? Chez nous, une de nos valeurs fondatrices, c'est Relationship Matters. Donc, on collabore très souvent avec à l'interne, que ce soit avec le département marketing, avec mes autres collègues dans l'équipe commerciale. Donc, tout se joue au niveau de la collaboration, juste pour comprendre le besoin à l'interne et à l'externe. Et c'est ça ce qui nous permet d'avoir un bon succès et toujours apporter de la valeur à nos clients. Ok, top. Écoutez, moi, j'ai pas de nouvelles questions.
On peut s'arrêter là. De toute façon, on a un petit peu dépassé. Il est 13h07. Ouais, dernière slide avant de vous quitter. Vraiment, donc le sujet ABM, LinkedIn, HubSpot, c'est une première partie de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir prospecter efficacement. On vous met des ressources complémentaires, notamment, vous aurez les liens dans les slides qu'on va vous envoyer en réponse à ce live. Donc, il y a le premier qui est un replay de webinaire sur comment migrer efficacement son CRM vers la plateforme HubSpot. Ça dure 1 heure. C'est avec vraiment des experts techniques en CRM et en revenus opération. Donc, regardez-le parce que ça va vous permettre de mettre d'équerre votre CRM sur HubSpot. Et puis, quand il est d'équerre, du coup, on a des prospections ABM qui sont beaucoup plus efficaces. Et le deuxième sujet, c'est le premier webinaire Make the Grade qu'on avait fait avec Juliette Hervé sur 6 étapes pour aligner ses équipes sales et marketing. C'était génial également. Donc là, ça va vraiment vous donner toutes les informations nécessaires pour créer votre propre service level agreement, donc le contrat qui lie vos 2 équipes. Pour ne former qu'une équipe, c'est celui du développement des revenus. Voilà, c'est bourré d'astuces, de vécu. Donc voilà, on vous recommande ces contenus-là si vous voulez continuer à vous développer sur les compétences nécessaires en marketing et en productivité, performance commerciale. Merci beaucoup Nathan, Jean, Clémence. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Ouais, merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt, c'était un plaisir. Merci à tous.